Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'ENSISA, bienvenue à l'ENSISA et plus particulièrement pour la spécialité informatique et réseau. Comme vous le savez sans doute, l'ENSISA est une école d'ingénieurs publics. C'est toujours bien de le répéter afin qu'on ne le confonde pas avec des écoles privées ou même des écoles qui ne seraient pas reconnu par la commission du titre, donc l'ENSISA est une école reconnue par la commission du titre public, disposant de 5 spécialités. Celle dont il est question ce soir, c'est la spécialité informatique et réseau. Une spécialité, comme on le verra un peu plus tard, proposant toutes les modalités d'apprentissage qui nous sont permises. Alors la spécialité informatique et réseau est une spécialité qui forme des ingénieurs logiciels, des ingénieurs dont le profil est génie logiciel. Le génie logiciel, c'est l'art et la manière de bien concevoir des systèmes logiciels. Alors, on le fait pour des produits, des systèmes, des services innovants, et les ingénieurs sont impliqués dans diverses tâches liées au développement, que ce soit de la création, de la modélisation, du développement pur, de la validation de systèmes, du test de systèmes. Bien évidemment, tout au long de leur carrière, ils seront impliqués dans la gestion de projets et eux-mêmes géreront des projets de développement. Alors attention, c'est pas parce qu'on fait de l'informatique, c'est pas parce qu'on est plutôt spécialisé dans le développement logiciel qu'on est un geek. Non, non et définitivement non. Les ingénieurs logiciels ne sont pas des autistes de la programmation. J'aimerais bien rappeler régulièrement ce que la commission du titre définissait comme étant un ingénieur il y a quelque temps. Euh, on peut le rappeler, ou je peux vous le laisser dire, mais quand même, c'est le métier d'un ingénieur consiste à résoudre des problèmes de nature technologique concrets et souvent complexes, liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre de produits, de systèmes et de services. Cette aptitude résulte d'un ensemble de connaissances techniques, d'une part, économiques, sociales et humaines, d'autre part, reposant sur une solide culture scientifique. C'est vrai pour tous les ingénieurs et c'est particulièrement vrai pour les ingénieurs informaticiens et qui plus est impliqués dans des activités de développement logiciel. Pour le coup, les enseignements dans la spécialité informatique et réseau forment, j'aime bien le rappeler dans cet ordre-là également, des scientifiques, j'insiste. Nos ingénieurs sont avant tout des scientifiques, ingénieurs, informaticiens. Donc la formation, encore une fois, s'appliquera toujours à former avant tout des scientifiques, avec les qualités des ingénieurs, comme on le reconnaît en France, et parce que ce sont des ingénieurs informaticiens, ils auront la formation adéquate. Si on regarde un petit peu comment organiser la formation des enseignements au niveau de la spécialité informatique et réseau, on va retrouver des enseignements fondamentaux, des enseignants qu'on appelle SHS ou CHES, des enseignements typiques transversaux destinés à la culture de l'ingénieur, parce que ce sont des ingénieurs informaticiens. Nous y apporterons un complément en enseignement informatique, des enseignements plutôt fondamentaux, et puis, bien évidemment, parce qu'ils ont besoin d'un socle de compétences destinées à leur employabilité, ils se verront octroyer des aspects technologiques qui leur permettront justement d'être des ingénieurs accomplis, et ce, dès leur arrivée sur le marché du travail. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on focalisera souvent sur les aspects qui vous sont soulignés ici. Je le répète peut-être, ce sont des scientifiques, ingénieurs, informaticiens. Si on s'intéresse maintenant un petit peu plus au contenu de la formation, on ne va pas regarder dans le détail ce qui s'y passe, mais quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des ingénieurs plutôt destinés aux activités de développement et donc au génie logiciel. Et parmi les enseignements destinés à ce type d'ingénieurs, vous allez trouver des enseignements destinés à leur apprendre à travailler
en équipe, à réaliser des projets, à travailler en mode projet. Vous aurez des enseignements de type langage, parce qu'il faut bien s'exprimer avec des langages informatiques. Alors on peut retrouver des langages très classiques dans le domaine comme Java, C++, Swift, Python, et j'en passe. Vous aurez des connaissances de type sciences de données, fouilles de données, big data, intelligence artificielle. Vous aurez des connaissances ou des enseignements liés aux connaissances liées à la cybersécurité, parce qu'il n'existe plus de développement d'activités informatiques où les aspects de cybersécurité ne soient plus présents. On a aussi des compétences en traitement d'images à l'école qui leur seront transférées. Vous aurez des enseignements de type réseau pour pouvoir connecter toutes les applications et faire en sorte de pouvoir développer des services d'infrastructure réseau. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des enseignements fondamentaux que nous renforcerons. C'est une des seules spécialités qui donne plus d'enseignements de type mathématique que les autres, mais ce sont ici des mathématiques destinées aux informaticiens qui leur permettent d'avoir un background scientifique et fondamental nécessaire tout au long de leur vie professionnelle. Si on regarde comment sont organisées les études à l'ENSISA et au sein de la spécialité informatique et réseau, quelle que soit la modalité que suivront les étudiants, j'entends par là un cursus classique ou par apprentissage, ils auront entre 2000 et 1750 heures d'enseignement académique. Ils suivront des projets, ils auront beaucoup de projets. La spécialité de plus en plus valide ces enseignements sous forme de projets, et puis met en avant le fait que des périodes conséquentes liées au projet soient présentes tout au long du cursus. Comme dans tous les cursus étudiants, vous avez le stage ingénieur qui sera présent, et puis vous avez des contraintes liées à ce qu'est un ingénieur actuellement, avec notamment le fait que tous nos étudiants doivent présenter une exposition à l'international d'au moins 4 semaines. Je vous disais que la spécialité présentait toutes les modalités d'apprentissage. Les voilà, j'entendais par là que les étudiants qui rentreront dans la spécialité pourront choisir tout au long de leur cursus la formule qui leur conviendra le mieux. Ils peuvent faire leur parcours au sein de la spécialité informatique et réseau de manière classique. 3 années sous statut étudiant, et puis un stage de 6 mois en fin de cursus, de manière à avoir une expérience professionnelle probante. Si les étudiants se sentent intéressés par une rentrée progressive dans le monde professionnel, alors leur sera proposé un cursus par apprentissage à partir de la 2e année. Donc 1 année sous statut étudiant et 2 années, la 2e et la 3e année, en apprentissage, ou avec une alternance de 15 jours, 15 jours, 15 jours à l'école, 15 jours en entreprise, les étudiants suivront leur formation. On a une 3e modalité possible aussi, c'est le contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est proposé aux étudiants en 3e année. Donc pour ceux qui suivraient cette modalité, le cursus se ferait 2 années sous statut étudiant et 1 année en contrat de professionnalisation. C'est une sorte d'alternance et d'apprentissage, mais que pour la 3e année, dans l'année terminale, avec là encore une alternance de 15 jours école, 15 jours entreprise pour le premier semestre et 6 mois de stage comme on le ferait traditionnellement. Alors, cet état de fait a une originalité dans le sens où il s'agit d'une seule spécialité qui présente toutes les modalités pour un même diplôme. Il ne s'agit pas ici d'avoir 3 façons de faire les choses différemment, en quelque sorte. C'est 3 modalités d'apprentissage portées par une même équipe pédagogique. Les étudiants sont toujours quasiment tous ensemble, hormis le fait que de temps en temps certains sont en entreprise, mais les enseignements sont les mêmes.
le processus d'évaluation est le même et le diplôme à la fin est le même. Les étudiants pourront choisir la formule qui leur convient le mieux en fonction de leurs aspirations, soit un cursus, encore une fois, classique, un parcours d'étudiant, soit un parcours d'étudiant qui veut assez rapidement entrer en contact avec le monde de l'entreprise dès la deuxième année, ou encore des étudiants qui retardent un tout petit peu la confrontation avec le monde de l'entreprise, mais qui désirent quand même, en troisième année, devancer un petit peu la chose. Si maintenant on s'intéresse à ce que deviendront nos étudiants, de temps en temps, en plaisantant, on dit si vous voulez un job, venez faire de l'informatique. Ceci reste vrai. C'est que le monde de l'entreprise est très friand d'ingénieurs à bac+5, plutôt orientés développement. Et bien que la situation actuelle se complique un petit peu, ce sont des ingénieurs qui sont toujours très demandés. Voilà, je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous seriez amené à me poser. Alors, merci Jean-Marc pour cette présentation et comme il vient de vous inviter à le faire, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat pour que nous puissions y répondre. Afin d'amorcer une discussion, j'ai déjà une question qui m'est venue par email et que je vais te lire pour que tu puisses y répondre. La question était, est-ce qu'il y a un profil type pour postuler à l'ENSISA dans la spécialité informatique et réseau? Absolument pas. Nous prenons des étudiants qui viennent de classes préparatoires, de DUT, de cycles post-bac ou quelquefois de cursus autres, et nous les prenons sans connaissance a priori. On forme des informaticiens avec un prérequis en informatique, tout du moins minimum. On n'a pas besoin d'avoir une expérience quelconque dans le domaine de l'informatique pour pouvoir réussir au sein de la spécialité. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une question qui est arrivée dans le chat de la part de Kevin qui demande si on peut avoir une idée des projets qui sont présentés au cours du cursus. Alors, il y a plusieurs types de projets. Comme je l'ai dit, plus on avance dans le cursus, plus les enseignements sont validés par des projets. Les cours, les modules de la spécialité sont tout au début du cursus plutôt évalués sous forme d'examen académique traditionnel, mais parce que l'activité s'y prête, plus on va avancer, plus de mini-projets individuels ou par binôme seront proposés pour valider des cours. Donc ça, ce sont des projets directement liés à des enseignements. Après, on a des périodes de projets dans les 3 années. En première année, on a ce qu'on appelle une période d'immersion dans une activité informatique intense, dès le début de la première année. Ça, c'est les 15 jours dans lesquels les étudiants sont mis dans le grand bain du développement informatique, et qui a pour but à ce que les étudiants se connaissent, parce qu'ils travaillent en groupe, connaissent les enseignants de la spécialité, parce que tous les enseignants participent à cette période, et aussi a pour but à montrer aux étudiants ce que c'est qu'une activité d'informaticien. Donc pendant 15 jours, un projet un petit peu ambitieux sera proposé aux étudiants de manière justement à ce qu'ils se confrontent, des fois un petit peu difficilement au départ, avec cette activité. Ça se termine en général pas trop mal parce qu'on met en concurrence tous les groupes d'étudiants et il y a une espèce de petit concours avec un tournoi qui permet aux étudiants de confronter leurs solutions. Donc ça, c'est tout au début de la première année. En fin de première année, les étudiants sont un peu plus mûrs. Il y a une période de 15 jours où un projet leur est demandé par groupe de 5 ou 6 et qui permet de valoriser une première fois les acquis de la première année. On va retrouver également une période de projet intensive en deuxième année où avec une alternance de 15 jours, au second semestre, un projet sur tout le second semestre sera proposé aux étudiants. Alors il y a des
étudiants qui seront apprentis, comme on l'a vu tout à l'heure, ou pour eux le projet d'entreprise, forcément. Et pour ceux qui ne seraient pas apprentis, ils se verront proposer un projet qui peut être une maraude d'enseignants, un projet donné par un partenaire industriel ou encore un projet de recherche. J'oubliais, on encourage aussi les étudiants à proposer des projets qui leur tiendra à cœur. Là, les étudiants travaillent en binôme en général pendant cette période-là. Cette période se termine par une journée des projets, mais qui est commune à quasiment toutes les spécialités de l'école, où les étudiants valorisent leurs projets par la présentation d'un poster, par la présentation à tout le public invité à cette journée qui viendrait les voir, et une démonstration pourrait leur être demandée aussi à ce moment-là. Enfin, en troisième année, durant tout le premier semestre, là encore, un projet est proposé aux étudiants. Toujours avec une alternance maintenant de 15 jours, qui est due aux périodes en entreprise pour certains. Durant ce premier semestre, 2 présentations intermédiaires publiques seront demandées aux étudiants de manière à ce qu'ils présentent leurs travaux. Très bien. Alors une autre question d'Amza qui demande de combien d'étudiants sont composés les promotions? La spécialité accueille bon an mal an une quarantaine d'étudiants chaque année, informaticiens. D'accord. Ensuite, Nathan qui demande est-ce qu'il faut passer un concours pour rentrer à l'ENSISA? Alors oui. Il y a différents types de concours en fonction du cursus. Alors pour être plus précis, si vous voulez rentrer à l'ENSISA après le baccalauréat, alors il s'agit du concours du groupe INSA post-bac qui permet de rentrer dans le cycle post-bac INSA que propose l'ENSISA. Si vous avez fait un DUT, alors il faudra utiliser le concours que nous appelons le concours de la voie B. Si vous venez de classe préparatoire, il faudra passer par le concours proposé aux classes préparatoires, mais peut-être que Marie-Claude pourrait être plus précise que moi sur le sujet. Oui, effectivement, il y a différents recrutements. Vous avez au départ le cycle post-bac, en passant par Parcoursup via le groupe INSA. Vous avez donc les DUT, et vous avez tout ce qui est donc CPGE, donc MP, PC, PSI, la banque PT et le TSI. Le pass ingénieur, où vous avez donc la filière MI pour l'informatique. Et vous avez donc tout ce qui est licence également. Donc ce sont les principaux recrutements que nous avons à l'école. C'est assez varié, quoi. Parfait. Hammer dans le chat demande si le parcours est possible en cours du soir et ou les week-ends pour ceux qui travaillent déjà. Non. On n'a pas d'enseignement type formation continue comme ce qui est évoqué ici. Du coup, la solution, c'est de faire une première année en étudiant Alors, et après de... Ouais, si on veut avoir un parcours au sein de l'entreprise, effectivement, la meilleure des solutions, c'est de prendre la voie par apprentissage avec une première année traditionnelle et les 2 années suivantes par apprentissage au sein d'une entreprise avec une alternance 15 jours, comme on l'a dit auparavant. D'accord. Est-ce que le cycle post-bac intégré à l'ENSISA est obligatoire pour rentrer dans la formation d'ingénieur en informatique et réseau? Non, c'est pas obligatoire. C'est une possibilité. C'est plutôt que de passer par une classe prépa traditionnelle, on a une prépa intégrée INSA, du groupe INSA, qui permet d'intégrer l'ENSISA dans la spécialité du choix de l'étudiant. Donc pour la spécialité informatique et réseau, c'est possible aussi, mais ce n'est pas une obligation. On peut faire une autre classe préparatoire ou on peut passer par un DUT comme on l'a vu juste avant. Nous avons ensuite une question de Kevin qui demande quel niveau en Python faut-il pour rentrer à l'ENSISA? Ah ben on l'a dit tout à l'heure, néant.
vous inquiétez pas, on va vous prendre en main. Alors ça aussi, il faut faire attention, justement. On a la prétention dans les écoles d'ingénieurs, et bien sûr à l'ENSISA, parce que nous formons d'excellents ingénieurs informaticiens, de vous former comme étant ingénieur informaticien, et mieux que le feraient d'autres en 5 ans, en 2 ans et demi. Donc on vous prend avec un niveau, entre guillemets, nul en informatique, et on vous formera intensément à cette activité en 2 ans. Donc mes collègues et moi vous prendrons en main et ne vous lâcherons plus tant que vous ne serez pas des virtuoses de ces langages. Très bien. Victor nous demande quelles sont les entreprises que vous recommanderiez pour une formation par apprentissage dans la formation informatique et réseau? Celle qui vous conviendrait. Alors, c'est peut-être pas la réponse qui va vous satisfaire, mais c'est la meilleure que je puisse vous faire. Non. Après, pour choisir une entreprise, il faut se demander plusieurs choses. Il faut se demander quel est le type de structure professionnelle qui pourrait nous convenir. Les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a un domaine d'activité qui nous plaît plus qu'un autre? Est-ce que on désire être dans une grande entreprise, une moyenne entreprise, une petite entreprise? Est-ce qu'on veut être dans une structure fortement hiérarchisée ou non? Enfin bref, il faut se poser ces questions de manière à choisir l'entreprise qui nous convienne le mieux. Après, quand on regarde les entreprises ou le type d'entreprise dans lesquelles travaillent les ingénieurs qui sortent de la spécialité, il n'y a pas de trait particulier. On va rencontrer toutes sortes d'entreprises dans tout domaine, dans tout secteur d'activité. Ça peut aller de la société de services numériques à la PME, en passant par la start-up. Encore une fois, il n'y a pas d'entreprise idéale. Il y a celle qui correspond le mieux à notre projet, à notre personnalité. Et est-ce que les étudiants sont aidés dans la recherche des entreprises ou des stages, par exemple, que ce soit pour le contrat ou... Oui. Alors c'est une démarche personnelle. Encore une fois, ça reste une démarche personnelle et ça ne peut être qu'une démarche personnelle parce que ça doit correspondre à chacun. Ceci dit, on a bien évidemment une cellule des stages qui aide les étudiants dans leur démarche de recherche. On a bien évidemment à proposer aux étudiants, toutes les entreprises qui un jour ont accueilli des étudiants venant de l'ENSISA. Et en ce qui concerne l'apprentissage, on a adossé aussi un centre de formation des apprentis, un CFA, qui est l'IT2I Alsace, en ce qui concerne l'ENSISA, qui lui propose un processus de recherche active d'entreprise, avec notamment des événements marquants comme une journée où des entretiens, des speed dating sont proposés aux étudiants de manière à favoriser le contact avec un pool d'entreprises reconnues dans le domaine. D'accord. Kevin se demande s'il y a une option avec intelligence artificielle. Alors, c'est pas une option. Ce sont des enseignements obligatoires chez nous. Il y a ce qu'on appelle une unité d'enseignement assez grosse en 2e année, dans lesquelles vous allez trouver à la fois des enseignements de type sciences de la donnée et tout ce qui permet de fabriquer ce qu'on pourrait appeler des intelligences artificielles dans tous les domaines de l'IA. Ensuite, les réponses aux candidatures Campus France sont à quelle période? Oups, Marc-Claude, là je vais avoir peut-être besoin de ton aide. Donc Campus France, on doit communiquer les réponses maximum pour fin juin, début juillet, quoi. Ça dépend des années, hein, on nous donne une date bien précise. Voilà. Ça a démarré, donc depuis début décembre. Les candidats doivent déposer leur candidature jusqu'à fin février, début mars. Et après, nous avons donc, ce sera des études au fil de l'eau par rapport aux validations de campus. Et les réponses sont remises au maximum fin juin, début juillet. Parce que nous avons les entretiens pendant ce temps-là, mai, juin, juillet. Également, entretien campus. D'accord. J'ai vu dans le chat aussi une question sur la modélisation 3D et le traitement d'image. Là aussi, c'est un petit peu comme
pour l'intelligence artificielle et les sciences de la donnée. On a une UE aussi, en deuxième année, où effectivement on a des enseignements de type traitement d'images, modélisation d'environnement 3D, modélisation des cellules dans l'espace et synthèse, enfin computer graphics, synthèse d'images si vous voulez, liées aux environnements virtuels qui est proposé. Ça, c'est un enseignement au début de deuxième année. Enfin, ce sont des enseignements figurant au début de deuxième année. Toujours une question concernant les enseignements. Il y a Gabriel qui se demande quels sont les langages informatiques enseignés dans la spécialité. Alors, si j'essaie d'être exhaustif, vous aurez assez rapidement du C. Toujours, on a toujours comme enseignement de base ce langage-là. Vous serez très rapidement initié à Python aussi parce que il figure comme étant un langage de plus en plus universel. Vous serez aussi initié à Java, puis en deuxième année à C++, et en troisième année, vous aurez aussi accès à un langage qui s'appelle Swift et qui vous permet de faire du développement sur des plateformes de type Apple. Alors après, au fur et à mesure des projets, vous pouvez être confronté à d'autres langages. J'en oubliais aussi un qui est assez vite présent, qui est JavaScript, mais qui est issu de Java, avec un approfondissement proposé pour ceux qui le désirent en troisième année. Très bien. Une question concernant les admissions. A-t-on plus de chances d'être accepté en ayant un DUT génie informatique? Alors, un DUT génie informatique forme évidemment à la spécialité informatique et réseau. Maintenant, est-ce qu'il facilite l'intégration? Ça dépendra du niveau. Si vous êtes un bon DUT, il n'y a pas de problème, on vous accueille à bras ouverts. Pour rebondir du coup à la question sur les langages de tout à l'heure, Nathan demande quel est le langage le plus utilisé parmi tous les langages proposés. Alors, à l'école ou dans la vie professionnelle ou dans les projets? Le langage usuel, standard, c'est Java. C'est que dès qu'un projet est proposé, une chance sur 10 que celui-ci doive se faire en Java. Après, selon les types de projets, il se peut que tel ou tel autre langage soit nécessaire. Si vous faites du développement plutôt système, on va se diriger avec des langages comme C ou C++. Si vous faites du traitement d'image ou de l'intelligence artificielle ou de la science de la donnée, de plus en plus Python va apparaître. Si vous faites maintenant du développement d'applications entières, des applications où vous avez des clients sur des machines personnelles et puis des applicatifs et des systèmes de gestion de bases de données qui sont sur des serveurs, il est probable que vous ayez plusieurs langages là qui soient nécessaires dans le projet. On va avoir typiquement du JavaScript, du Java ou du C# même s'il n'est pas enseigné, les étudiants, parce qu'ils ont vu du Java, savent s'y mettre très très rapidement, qui seront présents. Et puis là encore une fois, si vous faites du développement sur plateforme iOS, que ce soit sur tablette ou sur Mac, vous serez confronté à l'utilisation du langage adapté qui est Swift. Donc le langage véhiculaire, c'est Java. Le langage véhiculaire dans tout ce qui est plutôt sciences de la donnée et IA, c'est de plus en plus Python. Et puis après, selon les natures de projets, on peut être amené à faire du C++, du Swift, du JavaScript. Alors ensuite, on a une question de François qui se demande, quand on parle de deuxième année, où est-ce qu'on se situe après le bac? Donc, est-ce que c'est un bac plus 2 ou est-ce que c'est un bac plus 2 plus 2 années? Non, c'est en deuxième année du cursus ingénieur, on a bac plus 4. Ensuite, le cursus ingénieur, c'est bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Et donc le cursus à l'école, hors cycle prépa, c'est 3, 4 et 5. Donc quand on dit en deuxième année, on a bac plus 4. Toujours une question de François qui demande combien il y a d'heures d'informatique les 2 premières années pendant le tronc commun. Alors on ne parle pas trop de tronc commun à l'école.
l'informatique est prépondérante. Là, j'ai plus les pourcentages en tête, mais euh, comment? Oui, je Allez, pense qu'il on peut parle dire. du post-bac, là, hein, voilà. Pardon? Je pense qu'il parle du post-bac. Ah là, je peux pas répondre, par contre. Sur la partie post-bac, je sais pas. J'ai pas les chiffres en tête. En post-bac, informatique, il y a une option 3%. Il y a une fois 3%, une fois option 3%, semestre 1 et semestre 2. Et semestre 3 et 4, il y a à nouveau 3% et une option de 4%. C'est ce que Corinne m'a envoyé sur son programme. Par contre, ce que je peux dire, ce que j'ai en tête sur le cirque, le post-bac et les enseignements en informatique, vous avez la possibilité de choisir effectivement des enseignements optionnels informatiques avec des enseignants de la spécialité informatique et réseau, avec des périodes, là encore, de projets qui ont pour but de vous sensibiliser à ce à quoi vous serez confronté pendant le cursus ingénieur. Typiquement, vous allez avoir des petits projets où la manipulation la programmation de petits robots ou quelques petits projets destinés à la manipulation de données avec un petit peu d'IA vous seront sans doute proposés. Ouais, 3%, c'est vraiment le minimum obligatoire par semestre hors projet. Mais en plus, vous avez des projets qui seront plutôt teintés informatique si tel est votre souhait. Faut pas oublier, hein, souvenez-vous du début de la présentation, on forme des scientifiques, ingénieurs, informaticiens, dans l'ordre. Et c'est important, hein, c'est un ingénieur informaticien, c'est pas un geek, c'est pas un autiste de la programmation, c'est un ingénieur est un scientifique, qui doit se projeter dans une activité professionnelle qui, au bas mot, durera un peu plus de 40 ans. Donc, si on veut assurer cette pérennité, si on veut vous assurer un confort professionnel, en quelque sorte, on est obligé de vous armer avec tout ce qu'il y a de plus conceptuel, que ce soit en sciences et en informatique. L'illustration technologique vient qu'à la fin, même si elle est de temps en temps considérée comme étant la cerise sur le gâteau, ça ne reste que la cerise sur le gâteau, parce qu'elle ne durera pas. Alors rassurez-vous quand même, hein, tout ce que je viens de dire, hein, la partie scientifique et informatique fondamentale, c'est plutôt passionnant. Hein. Merci pour cette réponse. Harry se demande s'il faut un ordinateur portable personnel pour la spécialité informatique et réseau, et si oui, quel modèle est-ce que tu conseilles? Oui, oui. Maintenant, on vous incite, alors c'est même une très très forte incitation, c'est même quasiment une obligation, que de s'équiper d'un ordinateur portable quand vous intégrez la spécialité informatique et réseau, parce que c'est votre outil. Et puis ça fait partie aussi de vos compétences que de savoir gérer, entretenir et configurer une machine destinée à votre activité. C'est en quelque sorte votre trousse. Et donc ça fait partie de votre bagage. Ça c'est un point de vue. Le deuxième point de vue qui nous force quasiment à vous demander à vous équiper, c'est que les machines informatiques banalisées que propose l'école sont de moins en moins adaptées à ce qu'on attend dans la spécialité, parce que c'est de plus en plus spécifique. Si fut un temps c'était encore possible, maintenant l'évolution du domaine est telle que vos machines ne conviendraient pas à d'autres spécialités et vice-versa. Pour la dernière partie de la question, il vous faut une machine robuste. Le premier conseil, c'est n'achetez pas une machine premier prix. Il faut que vous alliez viser tout de suite dans les machines professionnelles, pas tant pour la quantité de mémoire ou la puissance du processeur, mais pour la robustesse du boîtier et de son écran. Parce que c'est votre trousse, je vous l'ai dit. Vous allez vous en servir pendant 3 ans, la transporter dans votre sac, passer d'amphi en salle de TD, en salle de TP, en chambre d'étudiant ou autre. Et il faudra que cette machine résiste. Cet aspect-là est très important pour vous. Il faut une bonne batterie, parce que si on n'a pas suffisamment d'autonomie, on ne peut pas travailler suffisamment longtemps. Et ça, c'est très pénalisant. Je veux bien qu'on se promène avec des rallonges, mais c'est pas pratique du tout.
Et après, effectivement, il faut un processeur correct. Il faut plutôt un disque dur de type SSD parce que beaucoup plus robuste. Et il faut un minimum de mémoire de manière à pouvoir travailler. Ben, quand je dis un minimum, allez, 8, 16 mégas, c'est ce qui est traditionnellement utile. On vous proposera sans doute des facilités d'accès à des matériels lors de votre arrivée à l'école. Ces dernières années, on a des constructeurs qui nous font des tarifications plus qu'intéressantes pour les étudiants. Très bien. François demande combien d'étudiants issus d'un DUT informatique acceptez-vous en moyenne par année? Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota. On aime bien toutes les origines. Plus nos promotions proposent sont composées d'étudiants d'origines différentes, mieux c'est parce que on profite des avantages de chaque type d'étudiant. Tout à l'heure, un étudiant originaire de DUT informatique me disait est-ce que ça m'aide pour être à l'école? Si vous êtes bon, oui, mais vous aurez toutes les compétences que vous donne le DUT informatique. Par contre, vous serez peut-être un peu moins armé sur le côté mathématique ou physique. Un étudiant issu de classe préparatoire sera beaucoup plus armé du côté mathématique et physique, sera moins armé du côté informatique. Mais par contre, le mélange et la collaboration de ces deux types d'étudiants font que les promotions s'enrichissent mutuellement, enfin, que les étudiants s'enrichissent mutuellement. Et quand on travaille en projet, les uns après nos autres et se complètent. Donc, la réponse c'est on aime bien qu'il y ait un juste équilibre entre lycéens, des gens qui font des cycles prépa intégrés et des gens qui sont issus de classes préparatoires. Parfait. Yagoub demande quels sont les métiers à leur portée après avoir suivi la spécialité et être diplômé en informatique et réseau. Bah, métier d'ingénieur. Alors, faudrait que la question soit un peu complétée. C'est quel type de métier, dans quel secteur d'activité ou dans quel type d'activité ou qu'est-ce qu'ils peuvent espérer dans leur évolution professionnelle. Ça peut être un petit peu tout ça. Si je m'intéresse au domaine du développement, traditionnellement, les jeunes ingénieurs sont impliqués dans des équipes de développement et participent à des projets de développement proposés par l'entreprise. Et puis, chemin faisant, ils sont très rapidement impliqués dans la gestion de projet et puis dans la direction de projet. Et puis après, ils se dirigent vers des activités d'encadrement ou deviennent des référents technologiques, ce qu'on pourrait appeler des gourous dans les entreprises. Donc ça, c'est pour un secteur d'activité qui est celui du développement. Mais pour autant, il y a beaucoup de métiers dans le domaine de l'informatique, et même si nos étudiants sont plutôt orientés développement, il reste des informaticiens généralistes aptes à s'intégrer dans n'importe quel métier quasiment de l'informatique. Ça peut être dans de l'accompagnement fonctionnel, ça peut être dans du technico-commercial s'ils en avaient le goût, ça peut être ça peut être le fait de travailler dans une DSI. Bref. Voilà, ça peut être des métiers de conception, ça peut être des métiers de R&D, ça peut être des métiers de développement. Ça dépendra. Tout leur est ouvert. Après, la question pourrait être précisée de manière à ce que la réponse soit plus pertinente. Une question de François qui demande comment l'école va procéder avec le nouveau BUT. Ah, ça c'est une grande interrogation, parce qu'on n'a pas, enfin, le processus de transformation des DUT en BUT n'est pas complètement achevé, et il faudra que ce travail se fasse et que les premières promotions empruntent ce parcours afin que on ait un recul qui nous permette de répondre de façon plus éclairée sur ce sujet. Je ne sais pas si Laurent, notre directeur, veut compléter la réponse. Alors, c'est l'objet de beaucoup de discussions aujourd'hui, au niveau national, au niveau local.
On attend un peu les préconisations de la commission des titres d'ingénieur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier le DUT sera de toute façon proposé au bout de 2 ans comme diplôme aux étudiants de BUT. Et la sortie au bout de 2 ans avec un DUT de l'IUT pour rentrer à l'école sera vraisemblablement toujours possible. J'ai une autre question de Nathan qui demande si l'acceptation sur dossier se fait. Alors, le concours pour la voie B comporte une partie dossier. Donc ça, c'est le concours proposé au DUT. Mais le concours pour les classes préparatoires est exclusivement sur concours. Il y a les facs aussi, les licences L2 Oui. et L3 qui sont sur dossier. Alors, il y a un concours sur dossier, et puis le national pour les maths info, et puis il y a un concours local pour les autres. Sur dossier. Voilà, alors c'était la dernière question que j'avais dans le chat, donc je ne sais pas si d'autres personnes ont une question qui leur vient avant qu'on clôture cette présentation. Alors, Kevin demande, il y a pas mal d'écoles en informatique, c'est quoi la différence avec des écoles bien connues comme Supinfo, à part le prix? Ah bah si, il y a quand même une différence, c'est que Supinfo n'est pas une école d'ingénieurs. Elle n'est pas reconnue par la commission du titre, et c'est une école privée. Donc la grande différence, c'est que nous sommes une école publique d'ingénieurs reconnue par la commission du titre, et je vous rappelle que seules les écoles reconnues par la commission du titre sont habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur. Donc la grande différence, c'est que nous délivrons un diplôme d'ingénieur, Supinfo non, ce ne sont pas des ingénieurs formés. Après, une fois qu'on a éloigné ce côté formel, on a la prétention quand même de former des ingénieurs qui sont d'une autre qualité que celle que pourrait former Supinfo, par la simple raison que nous avons des équipes pédagogiques d'enseignants-chercheurs qui contribuent à la formation, alors que les écoles de type Supinfo délèguent majoritairement leurs enseignements à leurs élèves. Je ne sais pas si, Laurent, tu veux compléter? Oui, alors les modalités d'apprentissage dans ces écoles-là, je ne les connais pas, mais la différence, effectivement, c'est pas tellement dans le parchemin, quoique si, c'est important, qu'ils disent qu'on est ingénieur ou qu'on n'est pas ingénieur, mais on a un socle scientifique de base qui permet, au-delà de l'informatique, de faire des choses probablement plus évoluées et plus pérennes pour la suite. Je le répète encore une fois, on forme des scientifiques, ingénieurs, informaticiens. Alors je vais le dire peut-être de façon triviale, Supinfo forme des technologues. Voilà, donc c'était la dernière question qu'il y avait dans le chat. Donc je vous propose de clôturer cette présentation par ça. Et donc merci beaucoup Jean-Marc pour tout ce que tu as dit. Merci Laurent et Marie-Claude pour votre intervention. Merci aux participants d'avoir posé vos questions et vous